Cette séance s'inscrit dans le cadre d'une rencontre, une rencontre nationale des coordinations territoriales écoles et cinéma, collèges de cinéma et passeurs d'images, organisée par l'association L'Archipel des Lucioles, qu'on est ravis d'accueillir donc pour ces rencontres qui ont démarré mardi et qui se terminent ce soir avec cette soirée. Je laisse tout de suite la parole à Nambo pour nous raconter un petit peu cette soirée, la continuité. Oui, et Ouais. comme tout à l'heure, je vous explique comment elle est née cette idée de séance. Euh, Pratiquement, on a invité Jean-Gabriel, on avait très envie, on l'avait déjà invité, ça faisait quelques années qu'on essayait de travailler avec lui sur un moment, et on l'avait déjà invité à d'autres rencontres, notamment celle de Clément Ferrand, et il ne pouvait pas. On l'a, quand on a commencé à travailler la question du documentaire, il nous semblait évident l'inviter ici. Et aussi, comme Jean-Pierre Thor, il nous a répondu quelque chose de similaire, c'est-à-dire qu'il nous a dit j'accepterai volontiers. Je suis en plein bouclage de mon dernier film qui ira sortir. Du coup, je ne suis pas sûr que je pourrai parce que c'est quand même un agenda très, très chargé. Oh, je vous dirai. Et Charlotte m'a dit bah, osons. Osons lui demander s'il veut pas, pourquoi pas, nous honorer de projeter son film, son nouveau film en avant-première euh, à cette occasion. Et je dis ok, écrivons ça. Et il était très content de cette question, de cette demande. Il a accepté avec enthousiasme. Il m'a dit ah oui, comme ça, ma présence ici fait du sens pour moi. J'accompagne mon film. Et voilà, ça change aussi totalement notre point de vue sur nos invitations, effectivement. Et voilà, je voulais juste raconter ça. Et je vous laisse. Un grand merci. Jean-Gabriel Perriot, merci d'être venu. Un petit mot pour vous présenter. Oui, ou pour plutôt présenter le film rapidement. Oui, d'autant plus pour suivre Nando, c'est pas. Je pense que j'aurais pas fait ça avec tous mes films. Il faut que ça soit un peu cohérent avec les espaces où ils soient montrés. Et là, ce que vous allez voir, c'est des 5 réalisateurs. C'est un film qui laisse l'espace à 5 réalisateurs qui sont au moment du siège de Sarajevo, qui, pour le plus jeune, a 16 ans, pour le plus âgé, en a 23. Donc ce sont des très jeunes gens. Donc du coup, c'est ça que voilà, je trouvais que ça faisait lien avec des rencontres d'éducation à l'image, parce que 16 ans, c'est très jeune pour se retrouver au cœur de Sarajevo. Et au-delà d'être en 92 dans le siège de Sarajevo, ce qui réunit ces 5 anciens jeunes gens était le fait qu'ils ont filmé et qu'ils ont fait des films. Alors les deux choses, ils ont filmé et fait des films pendant les 5 ans du siège, pendant les 4 ans du siège, en même temps qu'ils étaient au front. Et du coup, voilà, le film, vous verrez dans la première partie, vous allez voir des extraits de ce qu'ils ont pu faire pendant le siège, et après on les entend aujourd'hui nous expliquer ce que sont ces images. Et ce qui, dans le fond, était l'objet de mon interrogation et ce pourquoi je suis allé vers eux, c'est cette question qui me taraude, pour ceux qui étaient à cet après-midi que j'ai déjà posé, c'est pourquoi on fait des films, pourquoi on filme. Et je trouve que face à dans une telle situation, c'est-à-dire pourquoi on filme dans le cadre d'une guerre, pourquoi on filme quand on a 16 ans à Sarajevo, c'est une manière de poser la question simplement pourquoi on filme. Donc, j'ai toujours pas de réponse, mais en tout cas, là, vous allez entendre 5 réponses très différentes de pourquoi, en tout cas, eux, ils ont eu besoin de filmer. Donc, je vous souhaite une bonne projection. On se retrouve après. Bonne projection. Alors, c'est pas forcément évident de prendre la parole à chaud pour les premières questions, mais n'hésitez pas si vous avez des questions dans la salle à lever la main. Ma première question serait sur la genèse du projet, en fait. Comment vous avez eu accès à ces archives? Est-ce que c'est ces archives qui vous ont donné l'idée de faire ce documentaire? Et est-ce que c'était facile déjà d'accéder à ces archives? Alors, il y a eu plusieurs étapes dans ce projet. La première, c'est la première fois que je vais à Sarajevo. Je vais présenter mes courts-métrages dans un festival.
Donc je découvre la ville, très ville d'après-guerre, enfin elle l'est toujours, mais en tout cas c'est la première fois que j'allais dans une ville d'après-guerre et la ville m'émeut beaucoup et je suis très arrêté très rapidement par des discussions que j'ai avec des gars de mon âge qui travaillent sur le festival et qui me racontent leurs années de guerre. Et là c'est très très loin de mon expérience de moi, les regarder Sarajevo, enfin ou la guerre en Bosnie à travers la télévision pendant plusieurs années, enfin. On n'a pas d'accès, de toute façon, aux guerres en dehors des médias. Donc là, d'un coup, de découvrir des vraies histoires de vie, ça m'a assez bouleversé. Le fait qu'on ait le même âge m'avait bouleversé. Ça veut dire là, on se dit vraiment très clairement, selon où on est, on n'a pas la même vie, quoi. Et je m'étais promis de faire un film un jour à Sarajevo. Les années passent et à un moment, je commence un film qui n'est pas celui-là, qui est un film sur les archives, les archives visuelles racontant l'histoire de la ville. Et ce qui me permettait plusieurs choses, enfin dans mon idée, c'est que ces archives, toutes les archives de la ville ont été les premières cibles des nationalistes serbes et bosno-serbes. Donc la plupart des archives de la ville ont disparu. Et ce qu'il reste aujourd'hui des archives est en totale déshérence. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de volonté politique. Mais c'est très concret. C'est-à-dire les archives à Sarajevo, elles pourrissent, pour de vrai. Donc là, voilà, j'avais cette idée d'un film sur une histoire qui a disparu et dont le peu qui reste disparaît au présent. Et à un moment, dans les recherches, quand je travaille le moment du siège, donc l'idée de ce film, de ce premier film qui s'est pas fait, enfin en tout cas qui s'est pas fait, qui finit là-dedans, c'était de m'intéresser qu'aux images faites par des gens locaux de la ville. Et autour du siège, donc je vois beaucoup de choses. D'abord ce qui se produit à l'extérieur et je commence dans un moment à trouver les premiers films identifiés qui ont été réalisés par des réalisateurs. Et dans ces films-là, il y a deux films qui m'arrêtent profondément, enfin qui m'arrêtent, ou pour moi les deux plus grands films sur le siège. C'est celui de Serjan qui s'appelle J'ai brûlé les jambes, dont on voit un extrait, là, cet étudiant au cinéma qui se retrouve à l'hôpital. Et le deuxième film que je retiens, c'est La piste de la vie, sur ces gens qui traversent la piste de l'aéroport pour rentrer dans la ville et qui sont pris comme ça après avoir couru les interviews avec la police. Bon, ben, ces films restent tellement qu'à un moment, je commence à me demander qui les a fait, pourquoi, dans quel cadre. Alors autant le premier, c'est évident, il est signé par un étudiant en cinéma, mais je me rends compte que Dino, c'est pareil, il a le même âge quand il le fait, il a 21 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis dit, c'est étonnant que les deux films qui me marquent le plus, ce sont des gens qui étaient si jeunes, en fait, pour faire des films aussi forts. Et là, j'attaque, voilà, j'évacue tout le reste pour me concentrer là-dessus. Et là commence le vrai travail du film qui va devenir celui-là. Ça veut dire essayer d'identifier qui, dans la ville, était très jeune et filmé. Et du coup, donc ça prend du temps, mais en même temps, Sarajevo, c'est une toute petite ville. Donc les gens se connaissaient, donc je les contacte les uns les autres, je passe par la seule boîte de production, je regarde les catalogues, etc. Et ce qui m'aide dans la recherche pour finir d'identifier tout le monde, c'est le Covid. J'étais prêt presque à tourner avant le Covid, mais le Covid fait que, comme partout, les gens s'ennuyaient à Sarajevo. Et comme partout, beaucoup de gens qui ont filmé se sont mis à tout mettre en ligne. Donc est apparue une matière auquel je n'avais pas accès, et notamment Smail, qui est dans ce quartier qui s'appelle Dobrinja, qui est un peu imprononçable, mais en tout cas, et là, lui, il met par exemple toutes ces images en ligne. Et je découvre, je ne sais plus quel autre film, mais du coup, voilà, là, j'arrive à finir, on va dire d'une certaine manière, la recherche. Et donc, ces archives, elles viennent à la fois soit du fait que j'ai vu un film et je suis allé creuser la filmographie d'un auteur, soit parce que j'ai rencontré des gens et ils m'ont donné leurs archives, soit voilà, c'est selon chacun d'entre eux, c'est pas les mêmes. Et je crois que j'ai identifié entre 8 et 9 garçons de cette classe d'âge, dont un qui ne voulait absolument pas parler de cette période-là, et les autres qui avaient des doublons d'expérience. C'est-à-dire que même si là, dans le film, j'ai enlevé tout ce qui était très factuel des services militaires de l'armée, des services audiovisuels de l'armée, comment c'était organisé, etc. Par exemple, il y avait
Grosso modo, il y avait deux jeunes hommes qui étaient au service de propagande de l'armée, donc Dino et un deuxième, et un autre qui avait la même expérience que Serjan, que je raconte pas finalement dans le film, mais grosso modo, il y avait deux réalisateurs qui avaient euh, le même rapport comme ça entre l'armée et le fait de filmer. Donc du coup, j'ai fait le choix pour me réunir sur ces cinq là et sur leurs films. Et aussi, leurs films m'intéressaient plus. euh, Oui, c'est aussi un choix, c'est pas oui. juste ceux qui ont. Ça a été facile de les convaincre de revenir sur enfin, même le dispositif qui est ensuite mis en place. Est-ce que ça a été facile Euh, d'avoir leur accord et d'accepter de revenir, de revisualiser et oui, assez vite, sauf pour Shoba. Je peux revenir après dessus. Pour les quatre autres, en fait, ce qui a été dans notre relation, ce qui s'est tout de suite installé, et ce pourquoi je pense ils ont dit oui assez vite, c'est que ils ont très bien compris qu'ils s'adressaient à un réalisateur de cinéma. Ils font des films eux-mêmes. Donc, j'étais pas un journaliste, j'étais pas un reporter télé. J'étais quelqu'un qui faisait un cinéma documentaire, qui sort en salle, qui est un peu particulier. Enfin, on va dire qui ressemble pas. Ils se doutaient que j'allais pas venir avec ma caméra, leur demander leurs deux expériences les plus gore et partir. Euh, Ça, ils en ont vu beaucoup à Sarajevo, ils en voient encore beaucoup. Donc, il y avait cette chose de ma place de cinéaste. Et après, évidemment, on a le même âge, on est des garçons. Ça crée forcément on partageait beaucoup de choses qui créent du commun. J'ai sûrement ma manière de m'adresser à eux aussi, sans que je fasse d'efforts, mais en tout cas sûrement dans ma manière de leur adresser mes demandes. Et, euh, et avant, ouais, en fait, on est devenus très vite copains. Euh, et du coup, je pense que c'est assez simple. Il n'y a que Shoba qui lui m'avait dit non, parce qu'il ne voulait pas revenir sur son expérience du siège. Et au bout d'un an, il m'a appelé pour me dire qu'il voulait bien le faire. Bon, le Covid était passé, et donc moi, évidemment, j'avais pas tourné. Et Shoba me demande s'il peut participer au film parce qu'il était temps pour lui, voilà, de revenir sur son histoire. Mais ce qui était un peu vrai pour chacun d'entre eux, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, je ne sais pas si c'est pour le coup un truc d'âge, un moment où on revient un peu sur sa vie, ou en tout cas pour tous, c'était le moment de livrer des choses qu'ils n'avaient livrées à personne. Ou alors c'est parce que moi j'étais là que c'était l'occasion de le faire, mais euh, ouais, pour chacun d'entre eux, enfin on participe pas à un film comme ça quand à un moment c'est pas le moment de déposer quelque chose. est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'ils se sont vus, enfin, est-ce qu'ils ont vu le film après, enfin, Ils ont vu monté? le film avant le dernier montage. D'accord. C'était mon contrat moral avec eux, même s'ils me faisaient. J'ai quand même l'habitude c'est toujours étonnant quand on est dans un rapport, surtout d'amitié avec les gens qu'on filme. Il y a une espèce de contrat de confiance où les gens disent mais non, mais tu fais ce que tu veux. Mais en fait, je sais que c'est pas vrai. Enfin, il faut prémunir les gens qu'on filme parce que c'est pas à nous qui parlent, c'est aussi au public. Donc du coup, on peut pas s'adresser de la même manière. Donc je leur avais tous dit. Vous verrez le montage et s'il faut enlever quelque chose, vous pourrez l'enlever. Ce qui était important parce que ça leur a permis tous de passer par des moments très cathartiques ou où ils ont énoncé des choses qui sont évidemment pas montées, mais qui étaient leur expérience de la violence la plus pure, qu'ils ont pu parler. Et ça, on peut le dire sous le coup de l'émotion, mais après, on n'a pas forcément envie de le voir sur grand écran. Et l'autre chose, c'est toute une partie pareille d'interview que j'ai pas montée, mais qui aurait pu être problématique, c'est celle de la prise d'armes. C'est-à-dire dans un pays comme le dit à la fin son Nedim, la guerre n'est pas finie, quoi. Donc ça veut dire se présenter comme soldat qui possiblement a tué au front des adversaires, c'est faire l'objet d'une vengeance possible en cas de reprise de guerre. Donc du coup, voilà, il y a des choses aussi comme ça qu'il fallait prendre en compte. Donc on en a parlé, mais ils savaient qu'ils pouvaient parler de tout parce que j'allais leur montrer le film. Mais finalement, quand ils ont vu le film, ils m'ont absolument rien demandé de toucher. Mais je crois que j'avais déjà enlevé tout ce qui, possiblement, peut-être pour moi, me paraissait soit impudique, soit un peu compliqué voilà, pour des questions on va dire, presque d'ordre militaire.
Et il y a ce travail de mise en scène un peu à effet miroir, en fait, pour juste expliquer le choix. Est-ce que c'est pour mettre une distance et pour préserver de la violence, même si on prend l'émotion et la violence, on a cet effet de il regarde les images sur le lieu significatif où il retourne, et on a ce dispositif de filmer une équipe qui filme l'entretien. Pourquoi ce choix? Alors en fait, en termes de mise en scène, j'avais avant toute chose, j'avais deux problèmes qu'il fallait que je résolve. Le premier, c'était ma place. Parce qu'en fait, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec eux et on était toujours sur la forme de la discussion. On parlait comme des copains parlent, quoi. Même si évidemment j'avais plus de questions pour eux que l'inverse. Mais en tout cas, on était vraiment sous une forme de discussion et que je sentais que dans cette discussion se passaient des choses. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer quand au tournage, je vais devenir celui qui fait une interview et non plus celui qui est en dialogue avec eux. Et je voulais pas prendre ce risque-là, d'un changement de statut dans notre relation. Et donc je me suis dit, si je dois filmer ce qui se passe entre nous quand on est au café, par exemple, c'est-à-dire il faut que je sois à l'image. Parce que je vais être trop présent. Il y a besoin de montrer à qui ils regardent, qu'elle ne voit pas parce que c'est moi, Jean-Gabriel Perriot, mais c'est la personne auquel il s'adresse. Et du coup, il fallait que je trouve une manière d'être dans l'image. Mais moi, il est hors de question de me mettre une caméra sur moi. Enfin, déjà, vous voyez, je me cache toujours derrière la caméra qui est là. Donc, ça, je ne voulais pas qu'il y ait quelqu'un qui les regarde. Enfin, moi, je ne voulais pas moi tout seul. Donc, l'équipe était possible. Et la deuxième chose, c'est les paysages. C'est-à-dire qu'effectivement, les lieux sont hyper importants parce qu'ils ont passé des choses pour eux dans ces endroits-là, que ça donne la typologie de cette ville qui est très étrange quand on la voit comme dans le film. C'est-à-dire c'est une ville de montagne et en même temps c'est le front mais c'est la forêt, enfin tout ce qu'ils racontent eux-mêmes, et que je suis incapable, je ne l'ai jamais fait dans mes films, à très rares occasions, je ne sais pas filmer autre chose, je ne sais pas filmer un plan sans humain. C'est pas ma sensibilité, je sais pas comment faire. Je me dis, mais je vais pas filmer des lieux vides alors qu'on est en train de parler, je vais les monter comment, tout ça. Et je savais pas comment résoudre aussi cette question-là. Enfin, en même temps, quand je dis résoudre, la mise en scène, pour moi, c'est l'équation c'est mathématique. Faut trouver la solution à ces problèmes. C'est ce qui me rend créatif. Enfin, et là, comme c'était un film sur le cinéma, j'avais cette option de mettre l'équipe, qui rajoutait du coup une troisième chose, qui était le fait qu'on n'oublie jamais qu'on est dans l'ordre de la représentation. C'est des cinéastes qui parlent, des réalisateurs, ou quand bien même ils font des plans, alors c'est même si c'est des très jeunes réalisateurs et qu'ils apprennent leur métier en filmant, on voit très bien qu'ils ont déjà un regard et que ce qu'ils filment n'est pas le réel, quoi. Et donc cette présence de la caméra, quand ils parlent, c'est-à-dire les deux niveaux, c'est-à-dire sur leur film et sur le film qu'on est en train de voir, on peut montrer la machine. Et je trouve ça presque assez étonnant quand j'ai vu le film, enfin ces plans-là. Ça veut dire que quand je vois dans l'état dans lequel ils sont et qu'on voit cette espèce de troupeau autour d'eux, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui déborde la machine. C'est-à-dire ce qu'ils nous racontent, et moi, ça m'a questionné parce que quand on voit les interviews des fois très fortes, en fait, en tant que spectateur, quand on voit un film, on oublie toujours qu'en fait, c'est pas une personne qui est derrière, c'est une caméra, c'est du son et possiblement 4 ou 5 personnes, même pour faire juste une interview comme ça, quoi. Et ça dénonce le fait que malgré ça, il y a quelque chose qui opère. Donc voilà, mais ça, je pouvais le faire parce que c'est un film sur le cinéma. Je l'aurais pas fait sur un autre film dont c'était pas le sujet. Et puis il y a cette barrière de la langue aussi, peut-être, qui a joué. Enfin, il y a forcément un traducteur aussi qui rajoute. En fait, j'avais une traduction en Ouais, direct. ouais, traduction directe. Ouais, moi, j'ai une oreillette. La traductrice, on la voit rarement parce qu'elle était obligée d'être un peu loin de nous. Donc, elle avait une oreillette aussi, elle entendait l'interviewer. Et elle me renvoyait, moi en anglais, la traduction en direct, ce qui évitait de couper le temps et qui a l'avantage comme moi j'avais un micro-décalage de traduction, l'effet c'est que ça laisse un petit blanc le temps que j'entends la dernière phrase, et c'est souvent en interview, c'est quand on laisse un peu de silence que la personne reprend, et souvent on va plus loin. Et aussi ça me protégeait de la violence de ce qu'il pouvait raconter.
par moments, ce décalage. Et la voix d'un coup d'une femme, très douce, comme ça, qui me susurrait des fois des choses qui étaient difficiles, mais du coup, c'était plus facile que leur voix, eux, si je les avais compris directement, quoi. Ça me permettait de tenir mon regard, d'avoir cette traduction très synchrone, mais légèrement désynchrone. Une question. Bonsoir. Je crois que je vais poser une double question et pardon, elle va être un peu bête, je crois, mais moi, je suis un poil trop jeune pour que j'ai des souvenirs vraiment directs j'ai vraiment quelques souvenirs vagues de journal télévisé du siège, mais c'est vraiment loin et voilà. Et donc le film, enfin d'ailleurs, je sais pas si c'est pour ça, mais euh, est resté vraiment quelque part loin aussi pour moi. Et donc, je voudrais savoir si qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui le siège de Sarajevo? Est-ce qu'il est rattaché à comment dire? Enfin, c'est idiot oui comme question, mais où je pourrais la formuler presque autrement, c'est pourquoi nous raconter cette histoire? Est-ce qu'elle a un écho particulier? Et peut-être pour encore la formuler d'une autre manière, qu'est-ce que c'est l'obscurité qu'il s'agit d'affronter? Où Sarajevo, pour moi, est un de ces moments de guerre un peu cristallin, en tout cas un peu clair, c'est le fait d'être enfermé dans un espace où on est agressé directement et dont on ne peut pas sortir, voire dont on ne peut pas se défendre au début. C'est vraiment, ouais, c'est le siège, quoi. C'est le siège en lui-même, c'est-à-dire de se retrouver coincé et ce que ça a de... Ouais, c'est simplement cette absence de possibilité de s'échapper, c'est-à-dire d'être totalement coincé, euh, et évidemment qui est excessivement violente, euh, d'être en plus, comme ils le disent, abandonné à l'intérieur de ce siège-là, et qui pousse aussi quelque chose qui est une question qui m'intéresse, qui est la question de l'action directe, c'est-à-dire aussi comment, d'un coup, les habitants de cette ville ont réussi, avec 3 pétoires, hein, quasiment rien, à tenir 3 ans et demi, et de se rendre compte que la plupart des gens de cette ville, ou la grande majorité d'entre eux, sont devenus excessivement courageux. C'est-à-dire qu'ils ont résisté à une armée de métiers enfermés alors qu'ils n'avaient rien. Ils n'avaient vraiment rien. Ils avaient vraiment 3 fusils, quoi. Et ils ont réussi à survivre, à se nourrir, à combattre. Ils n'ont pas gagné la guerre, hein, mais en tout cas, ils ont réussi à ne pas se faire écraser. Et là, il y a donc dans ce double mouvement d'une espèce de chose la plus violente qui arrive comme ça sur soi, et en même temps la possibilité de résister, c'est 2 choses qui m'attachent beaucoup à cet événement à l'intérieur de cette guerre en particulier et des guerres en général, et qui me touchent forcément pour une chose qui est... parce qu'on est toujours beaucoup plus attaché à ce qui nous est proche. On parle de l'Europe, là, on parle d'une guerre dans le cœur de l'Europe, quoi. Et quand nous, en plus, on a laissé, et même si j'étais jeune et que j'en étais pas responsable, mais qu'on a laissé faire, hein. Donc il y a aussi un endroit de responsabilité vis-à-vis de la guerre en ex-Yougoslavie. Et cette obscurité, elle est très simple, hein, c'est juste la mort, quoi. Enfin, c'était ni plus ni moins qu'une question de survie la plus stricte, la plus... c'était soit résister, soit mourir. Très très concrètement, quoi. Donc cette obscurité, elle est là, et après ça peut être d'autres choses, c'est-à-dire le fait de... il y a- là, ils avaient 16-18 ans, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive dessus. C'est incompréhensible. Ils sont vécus dans un monde qui était post-communiste, mais qui avait l'espoir d'être européen. Du jour au lendemain, ils apprennent qu'ils ont une religion et que c'est devenu leur identité, que pour cette identité, ils peuvent mourir face à des adversaires qui étaient leurs copains de classe, leurs oncles, leurs voisins. Enfin, c'est incompréhensible quand on a 16-18. C'est déjà pas compréhensible pour les adultes, mais alors pour eux, du jour au lendemain, ils vont à un concert de rock, ils sortent de là, c'est la guerre, quoi. Enfin, et du coup, voilà. Et après, alors, dans le film,
Moi, voilà, je suis pas historien, je suis pas pédagogue, donc je la raconte pas. Enfin, je raconte pas la factualité du siège, mais parce que quelque chose le déborde, parce que ce siège-là, c'est malheureusement un siège qui est en train de se passer très concrètement ailleurs. C'est l'histoire des guerres en général qu'on vit. Et c'est vrai que cette guerre-là, par exemple, elle a quand même un avantage, c'est qu'il y a très clairement un camp qui est de l'ordre du fascisme et de ceux qui résistent, et qu'elle est, et que si je commence à l'expliquer, en fait, il faut pas un film, en fait, il faut 4 livres, quoi, pour expliquer euh, cette guerre-là. C'est pas si au début du film, par exemple, je mettais un peu d'explication, en fait, j'aurais posé plus de questions que je n'aurais amené de réponses, qui était un vrai souci, parce que déjà, c'est quoi un bosno-serbe? C'est quoi un serbo-croate? C'est quoi un musulman? Parce qu'au début du film, en 92, les Bosniaques, c'était des musulmans avec un M majuscule. Donc il faut expliquer pourquoi il y a un M majuscule à musulman, parce que c'est une nationalité, pas une religion. Enfin, tout ça devient... ouais, c'était pas le but du film. Je sais, ça aurait plus perdu. Et c'est vrai que j'espérais que les images d'archives allaient donner un peu de contexte. Mais en fait, c'était naïf de ma part parce qu'en fait, eux, ils le vivent. En fait, ils n'ont pas besoin d'expliquer. Ils comprennent pas et ils le vivent. Donc, tout ce qui est de l'ordre de ce qui arrive au jour le jour, juste ils filment les conséquences de ça. Et ils sont aussi perdus que nous, quoi. Enfin, au début du film, on voit bien. Vous avez vu les images, quoi. On se demande, mais ils savent pas où ils sont, quoi. Et, et ça fait écho aussi au contexte actuel. Je ne sais pas si... Ça, c'est le problème dès qu'on fait un film Ouais. sur la guerre, ça a à voir avec le monde actuel. Ouais, Donc, malheureusement. malheureusement. À l'Ukraine et notamment à cette façon, enfin, on a beaucoup plus d'images, je pense, qu'à l'époque, on pouvait avoir. Le traitement de l'information aussi aujourd'hui a changé. Qu'est-ce que vous pensez du coup des images qu'aujourd'hui on peut voir et comment l'information elle est transmise Alors, je peux pas répondre parce que je regarde pas les images contemporaines. Les gars, déjà, il y en a trop. Je les comprends pas. Moi, j'ai besoin du temps qui passe pour regarder des images violentes. Euh, c'est trop agressif. Enfin, pour ma sensibilité, c'est trop agressif de voir les images. Autant je peux lire un peu enfin, je lis la presse, mais voir les images de la télé, là, quand je vois tout est filmé au téléphone, etc. Je comprends pas. Enfin, déjà, je comprenais pas les images de journalistes qui étaient à Sarajevo, mais alors là, les trucs de portable. J'ai beaucoup de mal à comprendre les choses. Il me faut du temps. D'ailleurs, si je fais des films sur avant, c'est pour essayer de comprendre un peu mieux, malgré tout, les enjeux d'aujourd'hui. La différence qui est certaine, il le dit d'ailleurs à un moment, Smaïl, c'est qu'aujourd'hui, on a un téléphone portable, donc on filme les choses, on les envoie sur les réseaux, les chaînes les prennent, etc. Là, quand on voit les difficultés qu'ils ont pour faire une image, c'est-à-dire il faut une caméra, il faut une bande, il faut de l'électricité. C'est-à-dire que la moindre image, même quand elle est spontanée, la question qui se pose tout de suite, c'est est-ce que je la garde ou est-ce que j'en filme une autre qui va effacer celle que j'ai prise? Donc en fait, ça donne forcément à un moment un poids à ce qu'ils ont sauvegardé, à ce qu'ils ont filmé, à ce qu'ils ont sauvegardé de leurs propres images. Euh, Parce que le hasard, il joue pas. Il y a forcément une volonté. Il y a sortir une caméra, tout est compliqué dans le fait de faire même un plan comme ils le font, voler, amateur, etc. Il le dit à un moment, Nedim, oui, c'est 3 images du front, mais c'est interdit de les faire. Aujourd'hui, tous les gars à l'armée, ils ont leur téléphone et ils font des trucs sur le front. Mais c'est devenu invisible à force du fait qu'il y ait beaucoup d'images. Mais c'était pas le cas là. En tout cas, et ce qui fait qu'en tout cas pour moi, c'est ce qui fait que dans ces images-là, moi, je vois du cinéma. Ils ont peut-être 16, 18 et 20 ans, mais je vois des gens qui vont faire des films. Enfin, ils les font déjà, et ceux qui ne les font pas encore, qui ne font que filmer, il y a un œil, il y a quelqu'un qui nous indique quelque chose quand on voit ces images-là. C'est pas le hasard du téléphone où on filme comme ça. Voilà. Je dis pas que c'est pas utile de filmer ce qui se passe avec un téléphone, mais c'est une autre catégorie d'images. et à tout hasard je pose la question comme ça, est-ce qu'il y avait des femmes cinéastes ou est-ce que Non. non, voilà, à l'époque. Enfin, je mens un peu. Il y a 2 femmes qui ont filmé à Sarajevo pendant la guerre. Il y a une femme qui n'habitait pas à Sarajevo, enfin qui n'habitait pas en Bosnie, tout court, qui est venue faire un court métrage.
Donc c'était une autre catégorie. Et il y avait une dame qui était déjà assez âgée, une réalisatrice qui travaillait à la télé nationale, qui est morte depuis et qui, donc, de toute façon, n'était pas interviewable. Et de toute façon, que je n'aurais pas interviewé parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi la caméra est utile quand on est soldat. C'est pas aussi juste le fait de filmer. Je trouve que la question, elle est beaucoup plus violente. Quand on parle d'armes réelles, ça veut dire que d'un coup, ils sont quand même plusieurs à avoir réussi à fuir les armes en étant cinéastes. Et le résultat, c'est 2 d'entre eux qui disent que c'était presque plus dangereux de filmer, finalement, que d'avoir une arme. Quand Dino raconte que juste l'important, c'était pas de faire des belles images, mais c'était de survivre au tournage. Tu dis quel choix. Au début, il pensait que ça allait être un peu, c'était plus cool qu'aller au front, mais en fait, c'était excessivement violent. Mais en tout cas, la caméra, au début, leur a permis d'échapper à une mobilisation armée. Et ça, par exemple, comme c'est que les hommes qui sont mobilisables, ça, c'était une expérience qui ne pouvait être que masculine. Il y aurait eu une femme, je me serais posé la question, il y aurait une femme cinéaste, peut-être, évidemment, mais de toute façon, il n'y en avait pas. Donc ça résolvait la question, mais en tout cas, j'aurais pas pris une dame de 60 ans au milieu de 4 gamins qui avaient 16 ans, quoi. Enfin, c'était plus le même sujet du tout. Et il y a ces images, on en parlait, ces images de fête qui sont émotionnellement. Est-ce que tu en as trouvé déjà beaucoup dans tes recherches? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attendais, ces images-là qui sont quand même particulièrement fortes de Non, fête et de... je m'y attendais pas, mais ça c'est pareil, c'est une naïveté de ma part, mais je pense que c'est l'idée, c'est des préconçus qu'on a tous, c'est-à-dire que la guerre c'est atroce. Ah, évidemment, c'est atroce. Mais il n'empêche que quand ça dure des années, les gens survivent à l'intérieur de ça. Il y avait du théâtre dans les camps de concentration, il y avait de la musique, il y avait des gens qui peignaient, des gens qui écrivaient. Je dirais, à un moment, le temps est tellement long que la survie passe aussi par une activité sociale, artistique, par d'autres modes de relation que la dépression. Il faut un moment, il faut tenir le temps qui passe. Et quand la guerre s'installe, c'est vrai que quand j'ai vu les images la première fois, j'étais surpris, mais en même temps, je me dis que c'est vraiment quand on n'a pas vécu la guerre qu'on est surpris de voir des images comme ça. Mais il y a forcément, en plus, voilà, à Sarajevo, ville, c'est quand même très latin. On fait la fête, on boit. La culture, c'est une ville très culturelle, comme beaucoup de capitales de l'Est, et que cette vie là se réinstalle assez vite. Oui, il y a forcément des images de ça, mais c'est dans les images. C'est vrai que là, que cette fête, par exemple, il y en a plusieurs, parce qu'il y a aussi la fête de Shoba, plutôt dans le club avec les jeunes, là, quand ils écoutent du rock, etc. On voit un peu moins, mais ce plan séquence de Smaïl, moi, c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu. Dans tout ce que j'ai vu, c'est à pleurer, quoi, tellement le visage de ces gens, la manière dont ils se regardent, on voit. Et ce plan, il est tout bête, hein, c'est une caméra amateur, il a rien pour filmer, il fait un plan séquence où il décrit les 2 tables. On remarque qu'il ne touche rien de ce qui est mis sur la table. Les gens, on avait faim à Sarajevo, quoi. Et là, personne ne touche les 3 gâteaux, personne ne boit. T'as ces adolescentes qui se regardent, il y a un jeu de séduction qui se place dedans, il y a de la tristesse, il y a toute la vie dans ce plan-là, quoi. Enfin, en tout cas, toute la vie de la guerre, mais je pense aussi toute la vie en général. Et ça, c'est c'est bien qu'ils aient filmé ça aussi, quoi. Mais je pense même pour eux, hein, c'est-à-dire que quand on a filmé des cadavres, comme c'est les séquences du bus, etc., je pense que quand après on filme aussi les survivants, ça permet de tenir aussi, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir. Une question toujours par rapport à la façon dont vous avez choisi de filmer les interviews. Il y a beaucoup de moments où les personnages sont en mouvement, marchent vers la caméra. Pourquoi ce choix qui a l'air d'être en plus assez parfois périlleux sur les chemins ou quand il y a un peu de circulation?
Oui, périlleux pour nous, l'équipe, plus rarement pour la personne qui est interviewée. Donc là, vous voyez un peu comme on a l'air ridicule quand on fait des plans en suivant quelqu'un qui marche, hein. C'est un peu... et on marche comme des abrutis parce qu'aussi, il faut pas faire de bruit avec nos chaussures. Donc il y a tous ces petits trucs qui fait on a l'air très, très emmanché, ouais, très... Ben, parce que comme les espaces sont importants, mais je sais plus si c'est cet après-midi ou tout à l'heure... Jean-Pierre en parlait, ça veut dire, il parlait des danseurs. Oui, c'est Jean-Pierre qui parlait des danseurs. C'est-à-dire que là, à un moment, donc il y a des moments, selon les paroles, on a besoin du temps posé, on a besoin de se poser là dans des espaces, mais il y a aussi des expériences où la parole, elle vient quand on se plonge dans le paysage. Euh, pour prendre un exemple, Choba, quand il parle en anglais, donc un moment quand il parle en anglais, donc ça faisait 30 ans qu'il n'était pas allé là, c'est une ligne de front. Euh, Quand on marche, en fait, au début, ça ressemble à un chemin, mais en fait, c'est un chemin, mais il y a des obus au sol, enfin, il y a des douilles au sol, enfin, voilà, il y a pas d'os qui déborde, mais on n'est pas loin de ça, quoi. Et de marcher là-dedans, il a voulu y aller, hein, il a décidé d'y aller. Je pensais pas qu'on allait y aller, mais ça a créé un truc, et chacun, ça a créé des choses comme ça, de se retraverser ces espaces-là, qui sont des espaces de mort pour eux, hein. Ça fait surgir les paroles, quoi. Hein, ça fait surgir la mémoire aussi. La mémoire devient pour eux beaucoup plus vive. Et puis il y a cette chose qu'on voit dans les espaces qu'ils le décrivent plusieurs fois. C'est-à-dire d'un coup, c'est des espaces de mort et en même temps, il y a la forêt qui est magnifique. Donc une espèce de chose de temps qui ils se prennent tout ça. Ils ont beau le savoir, mais quand ils le traversent, ça crée des états de corps et des états de pensée qui sont très différents que si on avait bon, il y a des moments où on n'aurait pas pu parler de ça si on avait été assis. S'ils avaient été assis, ils n'auraient pas pu. Dino, à un moment, quand il marche et qu'il dit là, la première, c'est devenu concret quand j'ai vu un corps là sur le sol et il montre le sol. Bon, c'est pas ce sol-là puisqu'il dit qu'il est en ville, mais ça, assis, il n'aurait pas pu le faire. Il n'aurait pas eu cette image. Enfin, ou en tout cas, s'il avait eu cette image, il l'aurait peut-être pas dite, ou alors il n'aurait pas montré le sol comme il fait quand il marche. On a l'impression qu'on le revoit avec sa caméra et qu'il découvre ce corps-là, quoi. Euh, donc la marche est, oui, se déplacer. Et puis c'est lié aussi que les déplacements qu'ils font quand on fait des déplacements, c'est les déplacements qu'ils faisaient pendant la guerre. Et à chaque fois qu'on fait des chemins, c'est parce que c'est des chemins qu'ils faisaient soit pour filmer quelque chose, soit pour aller au front, etc. Donc c'est comme les espaces, ça veut dire c'est des chemins qui sont liés à leur histoire et aux images qu'ils ont faites dans les déplacements. Donc ils revivent. Je ne sais pas, comme Nedim, quand il parle du massacre, il venait vraiment de cet endroit-là. On a refait le chemin qu'il a fait et qu'il a découvert, ce qu'il a découvert au sol, quoi. Et du coup, ça les remettait ouais, dans un moment. C'est pas très joyeux, hein, mais ça les remettait dans des moments où il y a des courts-circuits qui se font entre le présent et le passé, quoi. Assis, ça marche moins, ouais, ça marche moins bien, ça. Enfin, une des choses vraiment radicales et puissantes dans le film, c'est le choix d'avoir compilé, monté toutes les séquences, enfin, dans une première partie. Ça, c'est un choix qui s'est imposé, ou alors ça a été vraiment une élaboration plus... Ah non, ça, je l'ai posé dès le début. Non, non, je savais, en plus, évidemment, je connaissais les images. Je voulais, et moi le premier, hein, qu'on soit perdu face à ça. Et je savais que je pouvais prendre ce temps-là, où on était perdu, parce que derrière, il y a la deuxième partie du film. Donc je savais, et quand j'ai monté, je savais à chaque fois qu'on allait revoir les images. Donc je pouvais garder cette espèce d'émotion très brute du début, qui a un effet, enfin, je sais pas, moi, ça, chaque fois que je le voyais, j'ai pas eu le film depuis longtemps, mais où ça me met dans un truc très particulier. Et il y a le temps d'explication qui arrive. Euh, et ça, c'était pour moi important qu'on vive ces images au présent. Enfin, telles qu'elles ont été filmées sans qu'on sache où on est, qui les a filmées, pourquoi, qu'est-ce qu'elles nous racontent, et qu'on les redécouvre derrière, en partie sur les iPads, et que là, d'un coup, on découvre qui les a faites, pourquoi, qui nous les explique. Mais si j'avais tissé plus, sans mettre la première partie, on n'aurait jamais eu ces images dans leur pouvoir de sidération, d'interrogation, des fois d'émotion. Euh, Si elles nous étaient directement présentées, je ne sais pas, je pense au cimetière par exemple, là,
pareil, que je trouve ça, le film excessivement fort tout seul, là, qui est sur la fin. Et derrière, il y a Shoba qui arrive et qui enterre sa caméra, là, par exemple, ces deux plans-là. Moi, je suis content de les revoir une deuxième fois, avec eux qui les regardent et qui nous apportent leur regard et leur émotion, parce que je pense qu'une seule fois, c'est trop peu pour être... c'est une image trop forte, en fait. Si je nous les avais présentés en même temps que eux, leur regard dessus, je ne sais pas ce qu'on aurait eu. On aurait eu, à mon avis, leur regard dessus aurait été plus fort que les images. Donc on n'aurait pas tout à fait saisi pourquoi ils se mettaient dans ces états-là. En tout cas, en termes de montage, j'aurais dû faire un choix. Même du coup, dans la deuxième partie, les entretiens, quand ils revoient leurs images, ça semble pas vraiment être schématique. Comment le montage, tu as monté ces images d'entretien, enfin, puisque c'est pas non plus d'affilée, on passe de un à un autre. Il y a comment tu as... Il y a l'aide de la chronologie, des histoires qui avancent. Il y a, je sais pas, je pense que il y a à la fois de la logique, des fois des histoires, des blocs d'histoire, on va dire. Je sais pas, par exemple Nedim qui dit qu'il a effacé les images du massacre et derrière Smaïl qui dit qu'il a filmé un massacre et qu'il fallait l'envoyer. Enfin là, ils se répondent, on va dire, d'une certaine manière. Enfin, ils se répondent, c'est le même sujet en tout cas. Après, il y a des sensibilités, il y a certains visages, certains silences où il faut passer à quelqu'un d'autre derrière, qu'on peut plus tenir, ouais, que je ne pouvais pas continuer en revenant avec le même personnage sur un autre film. Et après, il y a le chose aussi très compliquée du montage des deux parties en même temps, puisque on a filmé beaucoup plus d'extraits sur l'iPad et des fois des extraits plus longs. Mais il fallait que je monte la deuxième partie avec ces extraits, ce qu'ils pouvaient en dire, et que la première partie soit cohérente en elle-même. Et il n'y a aucune image en plus dans la première partie qu'il y en a dans la deuxième. Et ça, c'était un peu compliqué parce que des fois, ouais, je devais faire avec les manques d'une certaine manière. Parce que faire cette première partie avec seulement ce qui était dans la deuxième, c'était une contrainte terrible. Donc je montais les deux parties en même temps. J'étais obligé pour que la première ne soit pas trop bancale. Et du coup, ce qui avait des implications des fois sur certains extraits que j'ai choisis par rapport à d'autres, évidemment par rapport à ce qu'ils disaient, mais des fois quand il y avait deux réponses qui pouvaient être très belles et que je ne pouvais pas tout mettre, des fois l'extrait m'aidait à choisir d'une certaine manière parce qu'il était plus judicieux dans la première partie, telle partie d'un film qu'un autre. Une des personnes que vous avez interviewées, protagoniste du film, je veux dire, dit à un moment que le cinéma est en soi optimiste, que la question n'a même pas à se poser, c'est optimiste en soi, le cinéma. Et je pense à certaines images qu'on a vues, avec des massacres, des cadavres. Et bon, du coup, je m'interrogeais sur moi, si j'avais cette même opinion du cinéma. Et je pose la question à vous, pour vous, le cinéma, faire du cinéma est en soi un acte d'optimisme? C'est simple et très compliqué comme question, ça. En tout cas, j'étais content que, de manière différente, Serdran et Dino parlent aussi d'une certaine puissance de vie dans les films, dans ces films-là. J'étais content qu'eux le portent, cette parole-là, parce que ça leur appartenait, ils auraient pu ne pas le dire, etc. Et Serdran est vrai, quelqu'un de très optimiste en général, et il le dit, de toute façon, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui y ont cru, d'une certaine manière. On ne gagne pas les guerres par désespoir, quoi. Et quant à moi, je sais pas, c'est peut-être, je sais pas, me concernant en propre, tant que je fais des films, je suis vivant. Mais donc c'est, ne serait-ce qu'en ça, c'est déjà un petit peu... donc ouais, je sais pas si c'est de l'optimisme mon rapport. Moi, j'ai l'impression que tout n'est pas perdu tant qu'il y a encore du cinéma. Puissance de vie dans les films, dans ces films-là. J'étais content qu'eux le portent, cette parole-là, parce que ça leur appartenait, ils auraient pu ne pas le dire, etc. Et Serdran est quelqu'un de
très optimiste en général, et il le dit, de toute façon, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui y ont cru, d'une certaine manière. On ne gagne pas les guerres par désespoir, quoi. Et quant à moi, je ne sais pas, c'est peut-être, je sais pas, me concernant en propre, tant que je fais des films, je suis vivant. Mais je sais, donc c'est, ne serait-ce qu'en ça, c'est déjà un petit peu... donc ouais, je sais pas si c'est de l'optimisme mon rapport. Moi, j'ai l'impression que tout n'est pas perdu tant qu'il y a encore du cinéma. Et si je prends ma proposition, je dirais que je ne suis pas désespéré au point de ne pas avoir envie de faire de film. Mais bon, c'est pas aussi positif que de dire je fais des films par optimisme ou que le cinéma est optimiste. Hein. Voilà, je n'ai pas la même position que Serdran. En même temps, j'ai pas connu ce qu'il a vécu, donc je pense qu'effectivement, quand on a vécu un moment où le cinéma nous a très très concrètement aidés, enfin là, c'est un de leurs moyens de survie. Oui, donc je pense qu'on peut dans ce cas-là de dire. La gueule, c'est enfin et comment la vie, c'est ça que je trouve formidable dans ton film. Tu l'as dit, mais comment la vie de tous les côtés continue à être quand séquence où il danse avec les deux tables dont tu parlais, je trouve c'est tellement prodigieux. Mais même, j'allais dire, le mec qui creuse les tombes, quelque part, on enterre les morts. C'est l'histoire d'Antigone aussi. Et donc, non, c'est un grand film plein d'espoir aussi à travers ça. En tout cas, merci. Non, c'est bien s'il y a un peu d'espoir. Oui, mais non, j'aurais pas fait. Et puis on va pas vers des gens qui ont vécu ça en étant abattus, quoi. Non, et puis le dernier plan qui dit, la guerre, la paix, c'est une parenthèse. La guerre est là, en Europe. Et c'est un appel à nous tous, réveillons-nous. Enfin, moi, je l'ai entendu comme ça. Et ça m'a brassé. Je sais pas, peut-être deux dernières questions, parce que je sais pas le temps. Commence, tu vas me poser une question. Bonsoir. Question un peu rapide. Pour avoir été à Sarajevo aussi 2 fois, où j'avais vu pas mal de mémorials aussi, tout ça, donc des images qui sont pas du tout comme les vôtres, mais vous expliquez notamment qu'il y a assez peu de choses qui se fait sur l'image d'archives qui est pas valorisée, etc. Est-ce que c'est peut-être une chose que vous auriez envie un petit peu de valoriser ça et du coup, une deuxième question, c'est aussi, est-ce qu'il y a un écho là-bas aussi en Bosnie de votre film? Est-ce que vous l'avez montré? Est-ce que... Je vais commencer par la fin. Il a été montré au festival cet été de Sarajevo, mais j'étais pas là. Donc je sais qu'a priori c'était très chouette parce que eux étaient là. Donc j'étais très triste que ça se passe bien parce que j'aurais bien été avec eux. C'était un peu étrange. Mais là, faut que j'y retourne à un moment, qu'on se refasse une projection et surtout qu'on aille boire des verres ensemble. Maintenant que le film est fini. Donc c'est trop tôt pour savoir comment le film va être montré là-bas, etc. Je sais que la projection a été très émouvante, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai déjà oublié la première partie de la question sur les... Oui, en fait, c'était plus sur les... comment dire en tout cas, vous expliquiez qu'il y avait assez peu de dotation, de financement en termes de valorisation de l'archive. Ah oui, il n'y en a pas du tout. Et du coup, est-ce que peut-être ça peut contribuer à ça? Est-ce que si vous avez eu plusieurs témoignages aussi, que ce soit des cinéastes ou même des amateurs, ou voilà, peut-être des bobines qui traîneraient un petit peu dans divers greniers et qui... Non, alors le problème, un des problèmes de ces archives-là, en général à Sarajevo, c'est qu'on est sur des systèmes de vidéos plutôt VHS, H8 de très mauvaise qualité qui sont déjà obsolètes, c'est-à-dire que les VHS, elles ont collé, il n'y a plus d'images dessus, et que quand il y a eu, ça se voit dans le film, par moment, donc à part quelqu'un comme Smaïl, qui est très technicien, donc lui, il a toujours sauvegardé ses images.
au fur et à mesure. Donc elles sont mauvaises, mais elles sont mauvaises comme de la VHS des années 90. Mais certains ont fait des digitalisations de très basse qualité il y a 15-20 ans, et il n'y a plus que ça, parce que les VHS ont disparu, ou de toute façon, elles sont mortes. Donc, il n'y a pas là-bas de volonté collective d'une collecte des images ou des archives de manière générale, parce que ça voudrait dire qu'ils ont une histoire commune. Et tant qu'il n'y a pas un seul, enfin tant qu'il n'y a pas un gouvernement unitaire avec un commun entre les trois groupes, il n'y aura pas de lieu d'histoire. Et ce qui fait qu'à Sarajevo, c'est des initiatives privées où ils font ce qu'ils peuvent avec 3 bouts de ficelle au musée d'histoire, etc. Et moi, où le film n'aidera pas, à part les films de Serdran et de Dino, mais c'est déjà des réalisateurs connus, donc leurs films étaient déjà montrés, etc. Et moi, l'endroit où je m'inscris, c'est pas l'endroit qu'on va garder au début, parce que moi, c'est des petites images, c'est des images qu'on ne garde pas, que je montre. Je montre pas des films des auteurs de Sarajevo qui étaient déjà très établis, comme dans la fiction, le documentaire, et qu'on fait, voilà, des grandes œuvres ou des réalisateurs étrangers qui ont travaillé à Sarajevo. Moi, je prends des images de gamins qui font des blagues, qui vont avec leur caméscope sur le front, qui ne sont riches que quand on prend le temps de les regarder, mais qui sont en général déconsidérés. Donc ça, c'est vraiment pas les images qu'on va garder en premier si un jour il y a une collection de films à Sarajevo. C'est trop mineur. Moi, j'estime que c'est pas mineur, mais en tout cas, c'est trop mineur pour l'idée qu'on se fait des images qu'il faudrait sauvegarder. Donc ce sera la dernière question. Du coup, je voulais savoir, donc faire un film, c'est faire des choix. Donc il y a des choses que vous avez choisi de nous montrer et d'autres pas, je présume. Et je voudrais revenir sur, c'est vrai que majoritairement, l'émotion est très forte pour eux de revoir tout ça. Les larmes sont pas loin. On sent qu'il y a des silences par moments assez pesants ou des temps de respiration un peu pour. Et je voulais savoir s'il y a eu des craquages à un moment donné, et si oui, le fait de ne pas les avoir mis en scène, je trouve ça bien en fait, ce choix-là. Est-ce qu'il y a eu un moment où ils ont craqué vraiment? Le seul qui a vraiment craqué au Centre littéral, c'est Shoba, dont j'ai gardé un bout quand il passe à l'anglais. Ah, c'est marrant parce que je répète. En fait, il vit à New York, parce qu'il a fui la Bosnie, il a fui Sarajevo. Enfin, il a encore sa famille, donc il y va une fois par an, mais il se refuse d'y revivre. Et l'anglais est sa langue d'échappée. Donc en fait, d'un coup, là, quand il s'est retrouvé vraiment sur le front, et il a vécu un truc vraiment dégueulasse à cet endroit-là, hein. Donc du coup, là, l'anglais est devenu et a marqué. Et il s'est arrêté vraiment. Ça a duré 2 heures, hein, le moment où il parle là, sur la mémoire, etc. C'était vraiment un moment un peu étonnant. Ils sont comme presque tous médicamentés. Ils ont des syndromes post-traumatiques. Hein. Du coup, ils sont dans voilà. Il fallait faire un peu attention. Donc après, avec les autres, ils n'ont jamais craqué, mais on est quand même aller dans des endroits compliqués. Ils dormaient pas la nuit, du coup. Enfin, moi non plus. Et c'était bizarre, des fois, le tournage. Enfin, quand ça s'arrêtait, moi, j'étais comme ça, ils étaient comme ça. Bon, on est en Bosnie, entre mecs, donc on se touche pas. Mais des fois, ça donnait envie de faire un peu un hug, un peu pour les tenir. Mais du coup, derrière, toute l'équipe pleurait, quoi. Et là, on fait waouh, c'était effectivement dur. Il y a des moments durs, mais il fallait pas les mettre. Ça, c'est notre travail personnel, en fait. C'est le travail. Quand je disais tout à l'heure qu'on change le réel, en fait, faire un film là, c'est vraiment il y a un vrai travail de réparation, en fait. Et pour avoir cette émotion, juste quand on parle de cinéma, c'est parce que avant ça, on a traversé une expérience de vie et en dehors du cinéma. Donc du coup, quand je montais, j'avais trop de matière et à un moment, c'était évident que je devais l'enlever parce que c'est à la fois très fort et à la fois trop personnel, quoi. Enfin, je trouve ça plus beau de passer par des extraits de films que passer par des histoires de cadavres. Pour parler de la même chose dans le fond, hein. Mais en tout cas, ils sont empreints de plusieurs jours de tournage, un peu compliqué. Ouais. Ça se sent. Eh ben, un grand merci. Merci à toi. Un grand merci Jean-Gabriel Perriot. Un grand merci à vous. Un grand merci à l'Archipel des Lucioles.